Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sparks l'étincelle créative. Moi c'est Émilie et avec Kate et Jeanne, nous partons à la rencontre d'artistes, artisans et créateurs pour découvrir leur univers, leur travail et comprendre d'où vient cette petite étincelle qui les pousse à créer au quotidien. Aujourd'hui c'est Blanche d'Aramire qui nous accueille. Dans un cadre un petit peu particulier, on est en bord de mer dans une petite forêt de pins. Blanche est artiste plasticienne et son travail explore les frontières entre la réalité et l'imaginaire. Vous pouvez découvrir son univers sur son compte Instagram à l'adresse @blanchedaramire et sur son site web blanchedaramire.org. Bonjour Blanche, comment ça va? Salut Émilie, ça va et toi? Ça va super. Avant de parler de ta pratique et de ton univers artistique, peux-tu nous parler de ton parcours et du moment où tu as découvert ta passion pour l'art? Ok. Alors moi je suis pas née dans une famille où il y avait de l'art, donc c'était vraiment quelque chose auquel je pensais pas forcément. J'étais pas dans un truc où je savais tout de suite, toute petite, ce que je voulais faire. Je sais qu'il y a pas mal d'artistes dans ce cas-là. Moi j'ai mis du temps en fait avant de comprendre, avant d'avoir les déclics. J'ai même commencé par une fac de langue, donc rien à voir avec l'art. Et puis un jour j'ai rencontré un ami qui lui était en première année aux Beaux-Arts. J'ai vu ce qu'il faisait et je me suis dit ok, voilà, c'est ça que je veux faire. Et pourtant lui faisait des choses qui n'ont rien à voir avec ce que j'avais envie d'explorer à l'époque. Il était vraiment dans un travail qui était très différent de ce que j'imaginais moi être de l'art. Mais voilà, ça m'a quand même ouvert des portes. En tout cas, je me suis dit qu'il y avait des possibilités de faire quelque chose de différent de ce que a priori on me proposait. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Ok, donc c'est par une rencontre Ouais. que tu es passée à l'art. Exactement, et puis j'ai fait une prépa du coup c'était une école qui préparait au concours d'entrée aux Beaux-Arts. Donc j'ai fait ça pendant 1 an et puis ensuite je suis rentrée aux Beaux-Arts d'Angoulême, qui était une école dans laquelle bien sûr il y avait de la bande dessinée mais pas que, il y avait aussi une option communication, une option art. Et moi j'étais un peu au milieu de tout ça, j'étais inscrite en communication mais mon travail abordait un petit peu parfois de la narration, donc proche de la BD, parfois des choses plus de l'ordre de la vidéo, de la performance, et puis beaucoup de dessins quand même, c'était un peu central le dessin. Voilà, ensuite je suis partie 2 ans aux Beaux-Arts de Paris. Et puis, ça a été un peu difficile d'aller aux Beaux-Arts de Paris venant d'une toute petite école qui était les Beaux-Arts d'Angoulême. Et donc, j'ai voulu quand même finir mon cursus aux Beaux-Arts. J'ai trouvé une école qui était un peu intermédiaire, c'est-à-dire Nantes, qui était un format moyen et voilà, avec des propositions qui me plaisaient à l'époque. Et donc voilà, finalement j'ai fait 3 écoles, Angoulême, D'accord. Paris et Nantes. Les beaux-arts à chaque fois? Ouais, les Beaux-Arts Ok. à chaque fois. J'ai passé des équivalences en fait qui te permet de raccrocher en fait l'école au moment où tu en es dans ta scolarité quoi. Donc D'accord. c'est pas mal, ça permet de voir aussi autre chose. Ah, c'est chouette. Voilà. Et est-ce qu'il y a des artistes, des mouvements artistiques qui t'inspirent particulièrement dans ton travail? Ouais, il y en a pas mal. Je regarde toujours plein de choses. Je crois qu'il y a un artiste que je regarde de manière quand même très régulière. C'est Félix Vallotton qui peint beaucoup de paysages. Il a un rapport à la couleur qui est très particulier. Il utilise des couleurs qui sont assez denses, assez lumineuses et qui n'ont pas de lien avec ce qu'il observe. En fait, c'est des couleurs qui vont être assez imaginaires. Pourtant, il peint des paysages bien réels. Donc j'aime bien le contraste entre les deux, entre ses choix donc, de teintes et puis ce qu'il observe de la nature. Après, il y a un artiste qui revient beaucoup aussi dans mes lectures, c'est David Hockney. Voilà, c'est quelqu'un qui est extrêmement généreux dans la manière dont il parle de l'art de manière générale. Hein. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'histoire de l'art et qui fait référence à l'histoire de l'art de manière très régulière dans son boulot. Donc j'aime bien le lire, j'aime beaucoup ses œuvres aussi, mais j'aime bien l'entendre parler de ses œuvres et d'œuvres d'autres artistes. Donc voilà, je pense que ça nourrit pas mal mon travail. Avec plein d'autres choses évidemment, mais on peut dire que ces deux-là, j'y reviens assez régulièrement quand même. Ok. David Hockney, il y a plein de pratiques différentes. Ouais. Il fait de la photographie, il fait de la peinture, même au niveau de ses dessins qui peuvent être rapides, ses peintures qui peuvent être beaucoup plus travaillées, tout ça. Est-ce que toi, il y a des choses dans ta pratique artistique, parce qu'on connaît ton travail très abstrait, à la frontière entre l'abstrait et tout ça, mais est-ce qu'il y a des choses que tu montres pas forcément, ou il y a des choses dans ta pratique qu'on connaît pas, que tu montres pas sur les réseaux sociaux qui sont différentes? Alors c'est vrai que les personnages par exemple, c'est un truc que je dessine assez peu, ou que je dessine pour moi, effectivement. C'est vraiment du dessin très lâché, sans réfléchir. Je
dis pas que les autres dessins sont plus réfléchis, mais peut-être qu'il y a un côté plus conceptuel. Alors que les personnages, c'est vrai qu'il y a un côté plus régressif, je trouve vraiment. C'est du dessin comme on fait quand on apprend à dessiner. En tout cas, moi, le dessin de personnage, c'est comme ça que je l'aborde. Donc ça, je le montre pas, voilà, parce que c'est pas quelque chose que je trouve intéressant forcément à partager. Peut-être que j'y viendrai un jour, mais pour le moment, c'est quelque chose qui fait partie des trucs quotidiens et qui ne sont pas montrés. D'accord. Voilà, ouais. Tu pratiques dans un carnet ou... Oui, dans un carnet, sur des feuilles qui traînent un peu partout. Ok. C'est pas du tout quelque chose de finalisé. Ça fait partie des recherches, des explorations, voilà, d'un entretien aussi du dessin. Je fais assez peu de dessins d'observation. J'avoue que c'est quelque chose que j'ai pas oublié, mais qui fait pas partie forcément de ma routine de dessin, de peinture. Voilà, j'aime ça, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai mis en place dans mon quotidien de dessin, quoi. Ok. Voilà. Justement, est-ce que tu as un processus créatif, une routine créative quand tu crées une œuvre? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de façon assez intuitive ou est-ce que c'est des choses que tu retravailles beaucoup? Alors c'est quand même assez intuitif. Moi souvent je commence par la couleur, par un aplat de couleurs. Et ensuite viennent s'ajouter, s'annexer d'autres couleurs. Et c'est à partir de cet assemblage finalement que va naître un paysage. Alors moi je dis un paysage, mais c'est vrai que de l'extérieur ça peut paraître comme quelque chose d'abstrait. Moi je les conçois en tout cas en tant que paysage. C'est-à-dire que j'imagine toujours que ça peut être un paysage qui ressemble à une cartographie, hein, peut-être un peu imaginaire, ou un paysage, je sais pas, peut-être plus réaliste, mais quand même, on est toujours, ça demande en tout cas un effort pour le voir, je trouve, ce paysage. Ouais. Donc voilà, je dirais que c'est la couleur en fait qui m'amène à la composition quand même. Okay. Un aplat va en amener un autre qui va ensuite commencer par devenir une composition. Et d'ailleurs, souvent, pour m'extraire de trop d'abstraction, j'ajoute un soleil. Comme ça, voilà, tout de suite, on peut mieux saisir de quoi il s'agit. Le soleil, c'est un peu le prétexte pour nous ramener toujours à un décor, en fait, un décor extérieur. Okay. Rares sont les dessins dans lesquels il n'y a pas ce fameux rond de couleurs. Finalement, quand je prends un peu de recul et que je regarde l'ensemble, voilà, ça devient, ça aide en fait à finaliser, je trouve, la composition. Voilà. Donc récemment avec Kate, on allait filmer lors de ton vernissage à l'atelier Rhume. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que tes peintures, enfin, c'était pas des peintures justement, c'était au crayon de couleur. C'était des grands aplats hyper forts et c'était un rendu que j'avais du mal à imaginer avec du crayon de couleur. Sur Instagram, tu partages aussi des choses que tu fais numériquement. Du coup, tu crées des petites animations. C'est quoi tes techniques de prédilection? Est-ce que c'est plus la forme qui va guider ton travail ou est-ce que tu as des techniques préférées ou tu expérimentes? En fait, souvent, c'est par série. C'est-à-dire que je vais passer plusieurs semaines ou plusieurs mois à travailler avec un outil. Donc là, effectivement, j'ai passé plusieurs semaines à travailler avec le crayon de couleur. Je l'ai exploré, je l'ai épuisé, en fait, ce crayon de couleur, vraiment jusqu'au bout. J'avais envie de travailler l'aplat avec une pensée de peintre, en fait, mais avec un outil un peu différent. Donc, travailler sur papier, parce qu'avec des crayons de couleur très gras, on peut avoir des aplats extrêmement lumineux, en fait. C'est hyper intéressant, cet outil-là. J'explore aussi la peinture. Un peu moins récemment, parce que donc je viens de terminer ce cycle-là à crayon de couleur. Mais la peinture, ça revient quand même comme un élément central. Je travaille à l'acrylique notamment. Alors beaucoup d'aplats aussi. Bien que j'essaie d'aller parfois vers de la texture, c'est vrai que j'ai un peu ce truc-là qui me ramène toujours à la précision, au détail aussi, Oui, en fait, l'aplat me permet de faire vivre une couleur et de mettre une couleur en valeur. Et puis d'associer des aplats entre eux aussi, ça crée une espèce de résonance, ça crée une vibration qui m'intéresse. Donc l'aplat, c'est pas mal pour ça, je trouve. Et puis il y a un truc qui vient souvent ponctuer un petit peu ces différentes périodes, en tout cas ces différentes périodes d'outils comme ça, le crayon de couleur, l'acrylique, et puis il y a les carnets qui arrivent toujours entre ces périodes-là et qui sont réalisés de manière assez régulière. Et les carnets, ça me permet de lâcher un peu plus prise. C'est-à-dire que les carnets, ça va être souvent un travail de collage. En fait, les rebuts, c'est pas vraiment des rebuts, mais les éléments que je n'utilise pas, qui sont ratés, les dessins que je rate, souvent je les découpe
où j'en fais autre chose. Et ces autres choses vont être utilisées dans mes carnets. Et dans ces carnets, je travaille de nouvelles compositions à partir de d'éléments a priori disparates, mais qui finalement, assemblés, souvent ressemblent aussi à des paysages finalement. Des paysages peut-être un peu plus graphiques parce qu'il y a un mélange de techniques. Donc on peut avoir dans ce carnet une page où il y a de l'acrylique, justement du crayon de couleur, de la ligne. Voilà, c'est quelque chose de peut-être plus expérimental. Mais ça me nourrit aussi et il y a vraiment quelque chose de plus libre peut-être dans cette pratique-là. Tu as un style qui est hyper reconnaissable. L'autre jour, je suis allée à la boulangerie, j'ai vu un petit flyer. Je me suis dit, on dirait un truc de Blanche. Et comment t'en es arrivée à ce style-là? Est-ce que c'était quelque chose que tu as recherché ou il est venu à toi à force de pratique et de choses que tu aimais bien? Je dirais qu'en fait, c'est rigolo parce que je suis retombée sur des photos de mon atelier quand j'étais étudiante aux Beaux-Arts d'Angoulême. Donc c'est il y a très longtemps maintenant. En fait, j'étais déjà dans une recherche de couleurs et d'aplats. Donc finalement, c'est un truc qui a toujours été présent dans mon approche artistique. Mais par contre, j'ai testé plein d'autres choses entre-temps. Mais c'est vrai que je reviens toujours à ça finalement. Je cherche de plus en plus la synthèse. C'est vraiment aller à l'essentiel. Dans mes paysages, il n'y a pas d'être humain, il n'y a pas d'être vivant. J'estime que le paysage, il n'a pas besoin de ça en fait pour se révéler. Moi, j'ai envie d'aller chercher vraiment l'essence du paysage, c'est-à-dire des formes. Ça peut être juste une ligne d'horizon, ça peut être juste une espèce de courbe comme ça, des formes, des couleurs, alors qu'ils sont totalement imaginaires, évidemment ici, mais il y a quelque chose de l'ordre du fantasme dans ce que j'ai envie de proposer, le fantasme du paysage comme ça. Et en tout cas, je vais de plus en plus vers la synthèse, vers l'épure. Alors jusqu'où je ne sais pas, mais c'est vrai que Malevich. ouais, il y a un peu de ça quoi. Donc en tout cas, de plus en plus vers l'abstraction forcément. Mais voilà, je l'assume maintenant un peu plus peut-être. Ouais. Ok. Et quand tu as commencé étudiante aux Beaux-Arts, est-ce que tu t'imaginais aller de plus en plus vers l'abstraction? Est-ce que c'est quelque chose... Non, je crois pas. Je crois que c'est venu à force de travail, d'expérimentation. Finalement, on revient toujours un peu à la source de ce qui nous a bouleversé au départ, quoi. Moi, c'était vraiment la couleur. Et voilà, et j'y reviens, j'y ai toujours été, mais voilà, ça me rappelle à chaque fois, quoi. Et pourtant, je n'exclus pas la ligne, je n'exclus pas le dessin. Mais c'est vrai que mon travail est plus de l'ordre de la peinture, je crois, même si c'est aussi du dessin au crayon sur papier parfois. Mais, voilà, c'est vraiment plein d'expériences, mais toujours un retour à ces racines-là, quoi, je crois. Mais en tout cas, j'imaginais pas forcément en être là, quand j'ai commencé, non, c'est sûr. Tu pensais pas... C'est quoi les plus grands défis que tu as eu à surmonter dans ton parcours artistique? Alors, c'est une bonne question. Je trouve que la difficulté pour un artiste, c'est quand même d'essayer de concilier sa vie artistique ou en tout cas son expérience artistique et la réalité du quotidien. C'est-à-dire essayer de composer en fait avec les besoins matériels quand même et puis garder du temps pour soi et de garder du temps pour créer, pour avoir cette énergie-là, il faut du temps en tout cas. Donc voilà, la difficulté elle est là je trouve, c'est-à-dire de trouver une source de revenus un peu stable quand même. Moi j'enseigne les arts visuels et c'est génial parce que j'adore ça et ça me plaît beaucoup. Et en même temps j'ai du temps pour moi pour pouvoir produire. Donc je pense que la difficulté majeure, en tout cas pour moi, c'était ça, c'est de trouver le bon équilibre en fait entre avoir du temps pour créer et de l'énergie pour le faire, et puis quand même avoir une source de revenus assez fiable par ailleurs. Voilà. Ok. C'est toujours le nerf de la guerre, quoi. Et on a envie de vivre de son art, mais en même temps c'est difficile, quoi. Oui, c'est clair. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de projet récent et de comment il s'est développé ou pas forcément récent, un projet qui t'a marqué En fait, c'est un lieu qui s'appelle la Métairie Bruyère. C'est un lieu qui se situe en Bourgogne, que je suis depuis très longtemps. Et en fait, ils m'ont contacté il y a 1 an au départ pour réaliser ensemble une digigraphie. C'est du tirage pigmentaire, c'est-à-dire que c'est vraiment des pigments avec des couleurs hyper intenses, très belles, qu'on ne peut pas avoir avec un tirage numérique par exemple. Voilà, donc on m'a proposé d'abord de faire cette collaboration. Puis, quelques mois plus tard, on m'a proposé une exposition collective dans ce lieu, donc à la Métairie Bruyère.
Et c'est super, on est 6 artistes à exposer là-bas. Et c'est un lieu qui est extrêmement chargé d'une histoire. Voilà, c'est un lieu qui a été investi dans les années 70. Il y a plein d'artistes qui sont passés là-bas parce qu'il y a plein d'ateliers en fait d'impression. Il y a un atelier typo, il y a une presse lithographique. Enfin, c'est vraiment cette histoire, elle est extrêmement complète, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est une chance d'avoir exposé là-bas. Donc on a commencé par un tirage, puis une exposition, et on a fait une gravure également au début d'année. Et en fait, moi j'étais partie plus tôt pour cette gravure pour faire un travail justement en aplat, avec de la couleur, etc. Et ils m'ont dit, finalement, nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi ton travail de carnet. Donc on est parti sur une gravure inspirée des carnets, ce qui était quand même assez complexe parce qu'il y a de la ligne, comme je te disais tout à l'heure, il y a du collage, il y a de l'aplat, il y a de la texture, etc. Donc c'était un défi technique pour eux aussi. Donc voilà, et je suis assez contente du résultat, donc ça c'est une expérience très enrichissante. Et est-ce que il y a un projet que tu n'as pas encore réalisé, sur lequel tu aimerais travailler et qui ferait partie de tes rêves futurs? Ouais, et ben en fait je réfléchis en ce moment à une petite édition. J'ai déjà fait quelques fanzines, mais j'aimerais bien aller un petit peu plus loin et travailler sur un livre qui reprendrait quelques travaux récents peut-être, avec peut-être quelques textes aussi. En tout cas j'y réfléchis, je ne sais pas encore quelle forme ça peut prendre, mais c'est un truc que j'aimerais bien faire. Voilà, c'est en train de prendre forme là. Dans mon esprit, il faut que j'y réfléchisse plus précisément. Donc Blanche, tu nous as dit tout à l'heure que tu enseignais. Quelle importance accordes-tu à l'enseignement et à la transmission des savoirs dans les domaines des arts? Moi, j'ai la chance de beaucoup aimer enseigner. C'est-à-dire que vraiment, je prends plaisir à faire partager des choses que j'aime. Parce que donc le cours que je transmets, c'est un cours d'art visuel. Donc l'idée, c'est de faire découvrir à des jeunes gens des artistes, des mouvements artistiques, des concepts, etc., des visuels, des images, bref. Donc d'abord, ça m'oblige moi à toujours être en éveil sur de la créa et la découverte d'artistes, mais aussi à revoir un peu des choses liées à l'histoire de l'art. Donc j'aime beaucoup apprendre, j'aime beaucoup revoir tout ça et ensuite j'aime le partager. Donc voilà, ça me nourrit finalement, ça fait partie aussi de mon processus créatif. Finalement, ça se répercute, je crois, dans mon travail de manière sans doute inconsciente, mais je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si. Ok. Est-ce que tu peux nous parler, c'est peut-être redondant cette question, donc tu me diras. Peux-tu nous parler d'une collaboration ou d'un projet que tu as réalisé avec d'autres artistes ou artisans et qui t'aurait particulièrement marqué? Alors, il y en a eu plusieurs. J'ai bossé avec une amie sur des carnets de notes vierges, mais on a travaillé ensemble. C'était une collaboration avec une amie de 20 ans, donc c'était chouette de faire un boulot ensemble. On a fait 2 motifs différents. Et puis il y a un projet que j'ai aimé aussi réaliser. C'est un projet autour de tapis. Donc c'est une jeune artiste, artisane peut-être, qui s'appelle La Fille d'Avril et qui a tissé en fait 2 de mes dessins. Donc c'est super de voir un dessin devenir un objet qui va vivre dans une maison et qui est une pièce unique. J'aime bien ce genre de projet aussi. En fait, c'est l'idée d'avoir finalement un dessin qui fait partie ensuite du quotidien de quelqu'un, quelle que soit la forme que ce dessin prenne, quel que soit l'objet qu'il devienne, ça me parle bien. Voilà. Ok. Ouais. Moi j'ai un carnet de toi. Mais oui, mais carrément. J'ose pas écrire dedans parce qu'il est trop beau. Mais il faut écrire dedans. Mais oui, mais bon, après il sera sale. C'est pas grave, tu le garderas en collector. Et du coup, ça me fait penser à une autre question. Tout à l'heure, quand on était sur la plage pour tourner quelques plans, tu avais amené quelques livres. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur ces livres? Effectivement, les livres que j'ai apportés, c'était des livres que je consulte régulièrement ou qui m'ont semblé importants à un moment de mon parcours artistique. Alors j'avais emmené un Félix Vallotton dont j'ai parlé tout à l'heure. J'avais emmené quoi d'ailleurs? Si, j'avais emmené un livre d'Hermann Hesse, qui est un écrivain allemand que j'aime beaucoup, parce que ces livres sont souvent des récits initiatiques avec des personnages qui
c'est des récits de vie souvent, hein, avec des personnages qui parcourent comme ça le monde et qui, parfois, pas toujours, mais reviennent à leur point de départ, qui ont vécu plein d'expériences entre-temps. Et puis il y a une capacité à décrire des paysages qui sont toujours fabuleux, une capacité toujours fabuleuse, pardon, d'Armanès. Voilà, j'aime beaucoup ces livres pour ça. Qu'est-ce que j'ai amené aussi comme livre? Je ne sais plus. Si j'avais un livre, je crois, d'entretien entre Laure Adler et Ethel Adnan. J'aime beaucoup les entretiens de Laure Adler de manière générale parce que, en tant que journaliste, elle a beaucoup fréquenté des artistes tout le long de sa carrière et elle les connaît bien, notamment des artistes femmes. Elle a fait un livre fabuleux sur Agnès Varda, par exemple, où elle a vraiment décrypté tout son parcours d'artiste et de femme. Elle a vraiment fait le parallèle entre les deux. Et ce livre d'Ethel Adnan, dont je te parlais à l'instant, s'appelle La beauté de la lumière. Et c'est une artiste que j'ai découvert il y a peu de temps, finalement, et pour laquelle j'ai vu vraiment une résonance aussi, voilà, autour de la question du paysage, notamment, mais du paysage épuré, du paysage coloré. Voilà. Elle, c'est quelqu'un qui a été découverte, elle avait à peu près 80 ans. Donc je trouve ça magnifique, finalement, qu'elle ait eu toute une vie avant d'être exposée dans des musées. Voilà, je trouve ça assez remarquable, finalement. C'est hyper cool, Ouais. c'est joli. Oui. Avant de nous quitter, nous aimons bien demander aux artistes de nous faire découvrir 3 artistes, artisans ou créateurs qui, pourquoi pas, pourraient à l'avenir participer à notre podcast. Ouais, il y a un artiste que je suis depuis un petit moment, que j'aime beaucoup. Il s'appelle Geoffroy Piton. Il n'est pas très loin de Nantes. Et je crois qu'il a installé son atelier là-bas depuis peu. Avant, il était dans le centre-ville et là, il s'est un peu excentré pour un plus grand espace, je crois. Bref, et j'aime bien sa pratique qui est entre le graphisme, la peinture, le dessin. Il fait des expositions, mais il fait aussi, je crois, un travail de commande, pas mal de collaborations. Beaucoup de couleurs, j'aime beaucoup. Son boulot est super chouette. Voilà. Ok. Après, il y a une autre artiste avec qui j'ai déjà exposé qui s'appelle Irma Kalt, qui elle fait un travail autour du motif. Il y a une répétition de motifs comme ça. Elle travaille vraiment sur cette question-là de la forme qui va devenir finalement un détail parmi un ensemble de formes. Et voilà, elle bosse en sérigraphie, elle bosse sur du textile, elle bosse sur des papiers peints, elle fait des installations, enfin elle a une pratique que je trouve hyper intéressante aussi. Donc voilà, Irma, et puis peut-être Laurent Corvézier, Oui. voilà, que j'ai rencontré il y a peu de temps. On s'est rencontrés justement à la Métairie Bruyère, parce qu'il expose aussi dans le même espace. Et c'est un peintre qui est aussi illustrateur, qui fait pas mal de livres jeunesse, mais plein d'autres choses. Et voilà, je trouve qu'il a une démarche assez généreuse. Il parle très bien de son travail en plus, donc c'est chouette de l'entendre, voilà, expliquer un petit peu son processus créatif. Voilà, ça pourrait être intéressant. Ok, merci beaucoup. Merci Blanche de nous avoir reçus, de nous avoir parlé de ton travail. Nous avons adoré partager ces instants avec toi. Kate et moi sommes ravis de vous avoir retrouvés pour ce nouvel épisode de Sparks, l'étincelle créative. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'épisode sur votre plateforme de podcast préférée. Cet épisode est filmé, vous pouvez également le voir sur notre chaîne YouTube. Et bien sûr, pour ne rien manquer, suivez-nous sur les réseaux sociaux. En attendant, le monde a besoin des artistes, alors cultivez votre créativité au quotidien. Clap de fin. Bravo.